Bonjour Sophie Fontanelle. Quel bonheur de vous avoir. Moi, ça me fait toujours une petite émotion quand je suis à côté de Sophie Fontanelle, parce que vous m'avez accompagnée toute C'est ma vrai vie de jeune femme. Ouais, vous êtes... Bah moi, je suis née en 1919, donc on a eu le temps de vous je accompagner. suis de 22, hein, donc vous inquiétez pas. Vous êtes romancière, je le rappelle, vous êtes critique mode, et puis surtout, vous êtes hyper inspirante, vraiment, pour toute, en tout cas pour ma génération de femmes, vraiment. Je vais raconter un petit peu votre histoire. Après des années à travailler au sein du magazine Elle, on vous remercie. Et en fait, on vous dit à ce moment-là que vous ne représentez plus les lectrices du Elle, ce qui est quand même d'une violence absolue. Donc, beaucoup auraient sombré quand même après ça. Et vous, bah non, ça a été le début d'une nouvelle vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Il y a quelqu'un qui m'a dit que peut-être, genre, il fallait passer à des gens plus jeunes. Je me suis pas du tout vexée, c'est drôle. Hein. J'ai demandé de l'argent. Ça aide. Et ensuite, je me suis mise sur Instagram le jour de mon licenciement, vraiment, où il était effectif. Et j'ai dit, désormais, si vous voulez me suivre, ce sera là. J'avais 10 000 followers, j'en ai 500 000 aujourd'hui. Oh. Donc en fait, ce que j'ai fait, ce que mon intuition, c'était de me dire, mais on a parlé que de ça, c'était de me dire, ces femmes, j'ai laissé pousser mes cheveux blancs ce jour-là, le jour du licenciement, et je me suis dit, mais en fait, on nous dit qu'on est invisible et nous on se range. Comme on se range tout le temps, on se range à dire bah oui, je suis invisible. Bah non, en fait, bah non, on n'est pas invisible. Mais en fait, ça quand même, c'est un peu à nous de le décider aussi. Oui. Bon, alors quelques années plus tard, vous avez 59 ans, vous posez nu pour le magazine Elle. Le même. Ouais, voilà, oui, vous n'êtes pas, vous leur en voulez pas. Mais ils renoncent à vous mettre en une parce que, je cite, ça vous rendrait pas service. Donc déjà, c'est quand même eux qui décident pour vous, ce qui est quand même assez dingue. Donc, avec leur accord, vous décidez de poster les photos sur les réseaux. Oui, ils étaient gentils. Hein. Ils m'ont dit, c'est trop risqué, protège, les gens vont quoi. se moquer de toi. Et de toute manière, des gens se seraient moqués de moi. C'est pas grave, en fait, que des gens se moquent de vous. Nous aussi, on se moque de tout le monde. Donc, vous vous êtes battu à ce moment-là ou non? Vous avez non, j'ai directement dit, laissez-moi faire les les couvertures sur les Instagram. réseaux. Et ça a été un raz-de-marée. J'étais invitée chez Delahousse qui immédiatement a annoncé « Vous avez fait la couverture de Elle » jusqu'à ce que dans son oreillette, on lui dise que non, j'étais pas vraiment en couve, c'était des fausses couves. Mais c'était trop tard, j'étais sur le plateau. Mais au départ, ils vous avaient demandé pour faire la une. Oui, ils voulaient faire la couverture, mais après, quand ils ont vu les photos, ils ont eu peur. En fait, je crois qu'ils ont eu peur. D'abord, je pense qu'il y a quand même des gens dans le journal qui ont dit c'est trop horrible, on le passe pas. Ça arrive. Non, mais il y a toujours des gens comme ça. Et j'ai pas envie de voir ça. C'est quoi. Enfin, les photos étaient vraiment très belles. C'était pas du tout genre. C'était des photos vraiment où je m'amusais, quoi. Oui. Et en fait, je pense qu'ils se sont dit, elle va recevoir des messages, comme j'étais déjà quand même très puissante sur Instagram, elle va recevoir des messages méchants. Finalement, j'ai pas du tout eu ça. Finalement, le Business of Fashion, qui est l'autorité de mode mondiale, m'a classée à ce moment-là dans les 500 personnes les plus influentes au monde. Et voilà. En mode. Donc, merci. C'était qui le photographe comme le Il s'appelait Julien Vallon. Et en fait, c'était drôle parce qu'au début, Sarah essaie de se placer. il voulait faire des photos intimistes, il voulait faire des choses comme ça. Et je lui ai dit non, t'oublies complètement intimiste. Moi, je veux des photos comme à la grande époque de Elle, comme si on était quelque chose. vraiment des photos. Je veux m'amuser. Et en fait, le jour du shooting, j'étais nue. On cachait ce que j'avais pas envie de montrer, mais j'étais quand même nue. Et ils étaient tous là derrière un rideau. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes tous ridicules, quoi. Ou on se met tous tout nus. Et j'ai dit, moi, je le fais. En fait, j'ai pu le faire parce que je crois. Enfin, je suis pas exhibitionniste, mais je me suis dit, mais à un moment donné, de quoi les gens ont tellement peur? De quoi les gens ont tellement peur? Montrons-le. Cette liberté d'être vous-même, alors on la retrouve au travers de l'héroïne de votre nouveau roman. Ça s'appelle Scheherazade et la 602e nuit. C'est aux éditions Segers, je prononce bien Segers? Oui, Segers. Alors, je rappelle un petit peu l'histoire. Scheherazade, elle se porte volontaire pour épouser un roi cruel. Et lui, il a peur d'être trompé. Et donc, il fait exécuter chaque matin la femme qu'il a épousée la veille. Depuis 3 ans. Voilà, depuis 3 ans. Et elle... Pour arrêter le massacre, chaque soir, comme c'est une conteuse hors pair, elle laisse le roi suspendu à son récit, et le récit n'a pas de fin. Donc sur le papier, la survie de Scheherazade... C'est Netflix, en fait, elle l'arrête tous les soirs. C'est la série qui ne s'arrête jamais, avec plein de saisons. Ouais. Et donc la survie de Scheherazade, elle dépend de sa capacité à le séduire, en fait, avec ses récits. Quelle leçon nous enseigne justement Scheherazade sur cette injonction à plaire qui pèse à ce point sur nos épaules de femmes, qu'on peut transformer cette contrainte en force, que c'est nous qui avons le pouvoir? La leçon, c'est la conversation. La leçon, c'est si on ne rétablit pas, on dit toujours le dialogue. Hein, mais
avant le dialogue, il y a la conversation. C'est un peu moins le dialogue. Et Scheherazade oblige cet homme à parler. Et elle le détourne de la seule chose à laquelle il pense, qui est de posséder la prédation, en fait. Elle le détourne de ça, il est intéressé, et au fil du livre, et c'est pour ça, je pense que le livre a du succès, parce qu'en fait, on en est là, nous, aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'idée de l'écrire, c'est que, en fait, la communication s'est complètement coupée, les femmes, de leur côté, on sait toutes, on voit sur nos algorithmes, on est là, à râler, on parle, voilà. Les hommes, soit ils disent, non, mais moi, je suis d'accord avec les femmes, je suis d'accord avec les femmes, on les entend pas parce que nous, dans nos algorithmes, on les voit pas. Après, il y a les masculinistes qui disent de toute manière, une femme, faut qu'elle se taise, et voilà, etc. Donc, il faut rétablir de la conversation. Et Scheherazade, cet homme-là, elle le tue pas, elle le cancelle pas, elle en fait juste un être tendre, en fait. Oui, c'est ça. Depuis des siècles, les femmes sont jugées sur leur apparence, leur capacité à être désirables. Et s'il y a bien un symbole de cette injonction à plaire, ce sont les cheveux blancs. C'est Stade qui va nous en parler, sous votre contrôle. Bien sûr. Oh, la pression, j'ai peur. Ouais, fais gaffe. Hein. Rendez-vous compte. T'as l'icône, là. Ouais, je sais. En 2026, une femme qui assume ses cheveux gris prend encore un risque social. Et ça fait des millénaires que ça dure. Je vous raconte un petit peu. Dans l'Égypte antique, on utilisait du henné pour masquer les premiers signes du temps. Les Grecs et les Romains fabriquaient des teintures à base de plantes, de cendres ou de minéraux pour cacher les cheveux blancs. Un privilège qui était réservé à une élite. Et pour les autres, on se couvrait la tête pour que rien ne dépasse. Si vous cherchez en fait une période où les cheveux blancs ont été à la mode, il vous reste un créneau sur la fresque de l'histoire. Faut aller à la cour du roi Soleil. Voilà. Hommes et femmes portent alors d'immenses perruques poudrées de blanc, synonyme d'élégance et de distinction. Mais en dehors de cette parenthèse, rien, nada, walou, que chi. Pire, tout s'aggrave dans les années 50. Là, les marques cosmétiques vont marketer cette idée. Les cheveux blancs sont un défaut à corriger. Après le henné, donc, les teintures et les poudres, c'est l'ère de la coloration industrielle qui va démocratiser cette obligation sociale, apparaître plus jeune, plus séduisante, plus désirable. Parmi les acteurs du marché, on les connaît, L'Oréal, Garnier ou encore Clairol, qui se fait connaître avec ce slogan. C'était « Does she or doesn't she ?» Traduction, est-ce qu'elle s'est coloré les cheveux ou pas? Eh bien, vaudrait mieux qu'elle le fasse pour pas ressembler à une sorcière. C'est un peu le message en sous-texte de cette publicité diffusée en 1957. Does she or doesn't she? You simply can't look fresh and vital if your hair looks dull and faded, like this. And graying strands do add years to one's looks, as anyone can see. Miss Clairol adds clear, shining color quickly and easily. So why hesitate about your hair? More women use Miss Clairol than any other hair coloring. Because Miss Clairol adds color that looks so natural, only your hairdresser knows for sure. Try it. You'll love it. Eh oui. Ouais. À partir de Does cette she date, or doesn't she? à partir de ça, à partir de ce slogan, eh bien ça y est, le cheveu blanc disparaît des écrans. Une injonction qui n'a cessé d'être martelée à la fois dans la presse féminine, et j'ai bien dit féminine parce que c'est encore une fois tout le paradoxe de notre époque. Un homme aux teintes grisonnantes devient sexy de maturité pendant qu'une femme qui a les cheveux blancs se laisse aller. Ce qui est totalement faux, évidemment. Et le pire, c'est que ce message délétère est reçu 5 sur 5. Regardez, 75% des femmes de plus de 45 ans colorent leurs cheveux. Heureusement, depuis quelques années, il y a des pionnières qui font bouger les lignes. Ouais, yes, je pense aux actrices Sophie. Hélène Mirren, Jamie Lee Curtis ou encore Andy McDowell qui affichent fièrement leur crinière argentée en couverture des magazines. Et chez nous, c'est vous, Sophie Fontanelle, qu'on applaudit. Yes. Vous devenez l'icône de ce mouvement qu'on appelle Going Grey, qui milite pour assumer sa tignasse au naturel. Tellement beau. En Ouais, plus. Sophie, on est nombreux à se souvenir de ces couvertures. Quand vous avez montré vos cheveux blancs au grand jour, quelles ont été les réactions? Est-ce que vous attendiez à apporter un message aussi fort? Alors, la première chose, c'est que j'ai fait ça parce que... Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas de modèle. Maintenant, on commence à en avoir. Donc moi, un jour, j'ai vu coup sur coup à Rome une femme qui passait avec des cheveux blancs un peu à la Farah Fawcett comme ça, magnifique, une petite cinquantaine d'années, cheveux tout blancs. Après, j'en ai vu une, la fille qui va que dans des endroits de rêve, à Saint-Tropez. Et ensuite à Portofino. Je l'ai arrêtée, elle avait un Bermuda, elle est passée, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est beau, encore une fois, des cheveux comme ça, vraiment magnifiques cheveux. Et je lui ai dit, il va falloir du courage. Elle m'a dit, il ne faut pas des courages, elle était italienne, il faut de la curiosité. Et là, je me suis dit, j'arrête de me l'éteindre. Okay. Moi aussi, je vais avoir de la curiosité. Donc au début, en fait, les copines autour de moi, elles se disaient, est-ce que tu es sûre? Tu viens de perdre ton boulot à elle, t'as pas de mec, est-ce que tu es sûre que tu vas pas juste entièrement foirer tes prochaines années? J'ai tenu bon, je m'en foutais en fait.
J'ai trouvé un boulot. Les hommes, j'en ai rencontré un au moment où j'avais ça de blanc et ça de noir. Et je voyais qu'il était déconcentré, quoi. Fallait pas regarder. C'était beaucoup lui demander. Mais un jour, il m'a fait la réflexion. Il m'a dit, mais tu pourrais pas carrément teindre en blanc, carrément, pour pas que ce soit bicolore. Mais on peut pas faire Et lui, ça. il n'avait pas du tout de cheveux. Et je lui ai dit, mais reviens avec des cheveux et on discute cheveux. Mais sinon, en fait, la transition, c'est un moment qui est difficile. Aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est hors de question de dire qu'il faut que les femmes aient les cheveux blancs. Si on n'aime pas ça, il ne faut pas le faire. Et je pense que les femmes savent très très bien s'il faut qu'elles le fassent ou pas. Après, il y a un moment, c'est vrai, où on voit ce blanc qui apparaît sur la soirée et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous parliez de désirable. Moi, j'ai entendu ça tout le temps. Est-ce qu'on va être désirable? Quand on se demande si on va être désirable, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on s'en foute complètement. Moi, quand je suis à une terrasse de café avec les l'objectif copines et qu'elles disent est-ce qu'on est désirable, alors qu'elles sont toutes super, je leur dis mais dis-moi qui tu désires. Et on regarde passer les hommes et on se dit Et il y a que des cajots. C'est un c'est bon quand même pas exercice. Barack Obama qui passe tout le temps. Voilà. Donc Non, mais c'est vrai, ça.